Des accusations ont été déposées à Columbus, dans l'Ohio, pour les meurtres de Spencer et Monique Tepe, juste avant leurs funérailles. L'ex-mari de Monique Tepe est en garde à vue pour les meurtres. J'ai tous les détails. Bienvenue dans cette édition spéciale de Law and Crime. Je suis Angélette Lévy. Les meurtres de Spencer Tepe et de sa magnifique épouse, Monique Tepe, ont bouleversé leur famille. Les parents de deux jeunes enfants âgés d'1 et de 4 ans ont été abattus dans leur maison dans un quartier du centre-ville de Columbus au beau milieu de la nuit, pendant que ces petits-enfants dormaient. Cela s'est produit aux premières heures du 30 décembre selon la police, entre 2 heures et 5 heures du matin. L'histoire a provoqué une onde de choc dans tout l'État de l'Ohio et dans le pays. Un dentiste et sa femme au foyer, assassinés, probablement pendant leur sommeil, retrouvés morts par balle dans leur chambre. Plus d'une semaine après les meurtres, l'ex-mari de Monique Tepe est en garde à vue. Le docteur Michel McKee, chirurgien vasculaire, a été brièvement marié à Monique en 2015 avant de divorcer devant un juge privé. Mais d'après ce que j'ai compris, Michel McKee ne voulait pas lâcher prise, même si le mariage n'a duré que peu de temps. L'affidavit à l'appui des accusations de meurtre indique, le 30 décembre 2025 à 9h57 du matin, des agents de patrouille de Columbus ont été envoyés pour vérifier le bien-être du docteur Spencer Tepe, qui ne s'était pas présenté au travail. Les agents ont trouvé le docteur Tepe et son épouse Monique Tepe morts par balle à l'intérieur. Deux enfants mineurs étaient aussi dans la maison. L'équipe médicale numéro 7 des pompiers de Columbus a constaté à 10h11 le décès des deux victimes qui n'avaient pas survécu. L'équipe 2 des homicides de la police de Columbus a été alertée, s'est déplacée et a lancé une enquête. Au cours de l'enquête qui a suivi, les détectives ont pu identifier un suspect grâce à la vidéosurveillance du quartier. Le suspect a été localisé dans un véhicule qui est arrivé juste avant les homicides et est reparti peu après les homicides. Les détectives ont mieux identifié ce véhicule et l'ont lié à Michael McKee. Les détectives ont retrouvé le véhicule à Rockford, Illinois, et découvert que Michael McKee l'avait avant et après les homicides. Regardez cette vidéo de surveillance. La police de Columbus a diffusé ceci plus tôt cette semaine, demandant à toute personne reconnaissant la personne dans cette vidéo de les appeler. Il est très probable que la police de Columbus pense que l'homme qui marche dans la rue, dans une ruelle près de la maison des Tepe, est, selon eux, Michael McKee. Michael McKee est actuellement en détention dans une prison à Rockford, dans l'Illinois. Il s'agit de la prison du comté de Winnebago. Il devra être extradé ici, dans l'Ohio, pour faire face à ces accusations de meurtre. C'est une affaire absolument déchirante. Les jeunes enfants de Monique et Spencer Tepe pleuraient lorsque des amis du couple étaient à la maison. Ils sont arrivés pour prendre des nouvelles de ce jeune et beau couple, se demandant où ils étaient. Après que Spencer Tepe ne se soit pas présenté au travail, ils ont fait cette découverte macabre. Ils avaient été assassinés. Les Tepe seront inhumés dimanche et donc Law and Crime continuera de suivre cette affaire et de vous apporter toute nouvelle information au fur et à mesure de son évolution. Passons aux dernières nouvelles concernant cette affaire que nous suivons de près, dans l'Ohio, les meurtres de Spencer Tepe et de son épouse, Monique Tepe. Maintenant, en ce qui concerne la quantité d'informations que la police communique au public lors d'une enquête comme celle-ci, surtout une enquête aussi médiatisée, celle-ci fait la une des journaux nationaux. On ne peut vraiment que spéculer sur la stratégie de communication de la police, pourquoi ils donnent certaines informations, pourquoi ils ne répondent pas à certaines questions des journalistes. La grande question est de savoir s'ils sont prêts d'attraper un meurtrier. À ce stade, seuls les membres du service connaissent la réponse à cette question. Voici la nouvelle vidéo de caméra corporelle envoyée par la ville de Columbus à Law and Crime. Et elle montre l'officier qui a été envoyé pour effectuer un contrôle de bien-être au domicile de Spencer Tepe après qu'il ne se soit pas présenté à son travail dans son cabinet dentaire. L'officier a inspecté la propriété, frappé à la porte, n'a rien vu et est reparti. Mais selon le chef de la police, il était à la mauvaise adresse. Vers 9h30, environ 20 à 30 minutes après que le patron de Spencer Tepe
a signalé son absence inhabituelle au travail. Il faudra encore environ une demi-heure avant qu'un appelant au 911 ne découvre ce qu'il dit être le corps de Spencer TP dans la maison du couple le 30 décembre. Plus d'une semaine après avoir tenté de trouver la personne qui a tué Spencer et Monique chez eux alors que leurs enfants étaient présents le 30 décembre, une grande partie de l'affaire reste encore un mystère. Mais la chef de la police de Columbus a fait quelques commentaires publics et d'après ce que nous avons entendu, elle n'a pas dit directement si le public est toujours en danger. Alors, qu'est-ce que cela pourrait nous dire sur l'état d'avancement de l'enquête par la police? Nous allons en parler et nous discuterons aussi de ce que la chef aurait dit à propos de la voix que vous entendez dans cet appel. Bonjour. Bonjour, ici le 911. Nous venons de recevoir un appel raccroché. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis désolé, tout va bien. Vous en êtes sûr? Oui, ça va. Désolé. Vous pleurez. Besoin de police, pompiers, ambulance ou autre? Non, ça va, je te promets. C'est juste que je suis juste ému. Donc, c'était un appel au 911 qui a d'abord été obtenu par Fox News Digital. Et il a été indiqué que cet appel avait été passé en avril. À 2h45 du matin, un mardi, depuis l'adresse des TP, c'est une femme qui a dit qu'elle avait eu un désaccord avec, je cite, son homme. Je ne sais même pas si... Pourquoi aviez-vous appelé le 911? Par exemple, on a une dispute. Je vais bien, je te le promets. Est-ce que c'est déjà devenu physique? Non. Vous vous disputiez juste, personne ne s'est frappé? Oui, D'accord, mec. Eh bien, j'ai les informations ici. Je peux dire aux agents de rester sur place. Nous irons à votre adresse là-bas. si quelque chose change, Rappelez-nous. d'accord? Le chef a confirmé aux médias locaux ce que le beau-frère de Spencer nous a dit sur Law and Crime cette semaine. La voix féminine entendue lors de l'appel n'est pas celle de Monique Tape. Mais le chef donne aussi aux médias locaux un peu plus de contexte sur l'origine possible de cet appel et sur l'importance que cet appel pourrait avoir pour l'enquête. À ce stade, la principale information sur cette enquête communiquée au public par la police est cette vidéo. C'est la personne d'intérêt qui marche dans une allée derrière la maison de Spencer et Monique aux premières heures du 30 décembre. La police sollicite toujours le public pour obtenir d'autres vidéos. Entre 2 et 5 heures du matin, le 30 décembre, c'est la période pendant laquelle la police pense que Spencer et Monique ont été tués. Maintenant, on peut voir dans la vidéo qu'ils ont diffusée, même si elle est de mauvaise qualité, qu'il pourrait y avoir des indices à en tirer. Parce qu'on voit que cette personne, il semble s'agir d'un homme. Il porte un pantalon gris, des chaussures noires, un manteau noir, et il marche dans cette ruelle au milieu de la nuit. Un mardi matin, vers 5 degrés, la veille du réveillon du Nouvel An, cela s'est produit. Maintenant, vous pouvez voir que cette personne d'intérêt ne regarde pas la caméra, et c'est peut-être fait exprès. Cette ruelle est une rue où l'on peut circuler en voiture. Elle mène au garage derrière les maisons en rangée où vivaient Spencer et Monique. Voici aussi une vue par drone tirée de la vidéo de mariage des TP. Elle a été filmée par le beau-frère de Spencer. Et vous pouvez voir la ruelle à l'arrière et ces maisons en rangée assez récentes, toutes alignées. Et encore une fois, les TP vivaient dans l'une de ces maisons. Maintenant, la personne d'intérêt garde la tête baissée, elle ne lève pas les yeux. On ne sait pas s'ils savent qu'il y a des caméras à l'arrière de ces maisons, ou peut-être sur les garages lorsqu'ils descendent dans la rue. On le voit dans la vidéo de la personne d'intérêt. C'est une caméra Nest, donc ce n'est pas une caméra officielle de la police installée là-bas. Mais c'est le genre de choses que quelqu'un installe à l'arrière de sa maison. S'ils craignent qu'on tente d'entrer dans leur garage ou de fouiller leurs poubelles. Maintenant, Cette personne d'intérêt. Aussi, elle a certaines manières que vous espérez que quelqu'un qui regarde cette vidéo remarquera. On dirait qu'elle a peut-être les pieds en dedans. La police souligne encore une fois qu'il s'agit d'une personne d'intérêt. Ils ne savent pas si c'est le meurtrier, si c'est la personne qu'ils recherchent. Le chef de la police a déclaré aux médias locaux qu'il s'agit vraiment simplement d'une personne qui se trouvait dans la zone au moment où ils concentrent vraiment leur enquête. Cette personne pourrait juste marcher dans la rue après avoir quitté un bar fermé tard, lors d'une semaine de congé liée aux fêtes. Nous ne savons pas, mais vous, oui. Prenez en compte les circonstances. C'est suspect et en plus, nous n'avons rien entendu. Si quelqu'un a vu cette vidéo, il reconnaît peut-être que c'est lui dans la ruelle, rentrant chez lui après un bar ou autre. Pourtant, plusieurs jours après la diffusion répétée de la vidéo aux infos et sur Internet,
personne n'a revendiqué. Et c'était moi. C'est un malentendu, je ne suis pas la personne recherchée. À ce stade, la police veut toujours interroger cette personne pour l'enquête. Maintenant, je voudrais parler de quelques nouvelles informations que nous avons apprises grâce à ces interviews accordées aux médias locaux par le chef de la police de Columbus dans l'Ohio. Mais faisons d'abord le point sur l'état de l'enquête, du moins à ce stade, donc jusqu'au jour où ils ont été tués. Spencer et Monique Tape, c'est un couple qui semble mener la vie dont beaucoup de gens rêvent. C'est un jeune couple, une jeune famille. Ils vivent dans une belle maison, un couple entouré de personnes qui les aiment. Leur famille a dit qu'ils l'étaient. Ils adoraient recevoir des gens chez eux. C'était le genre de personnes qui aimaient rassembler les gens. Voici leur vidéo de mariage. Elle a été filmée en 2021 apparemment sur les marches de la maison où ils ont été retrouvés morts. Cette maison de ville dans l'Ohio aujourd'hui. Le couple avait 2 enfants âgés de 4 ans et d'1 an. Bien sûr, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles car 2 personnes ont perdu la vie. Ces 2 enfants ont perdu leurs parents, mais ils n'ont pas été blessés lorsque leurs parents ont été tués. Le couple avait aussi un chien. C'est un Golden Doodle et ni ce chien, ni les enfants, ni l'animal n'ont été blessés. Ils sont désormais chez des membres de la famille TP pendant l'enquête de police. Spencer avait un excellent emploi, un travail qu'il semblait vraiment aimer aussi. Il était dentiste et travaillait dans un cabinet à Athènes, dans l'Ohio. Franchement, on dirait qu'il faisait un long trajet pour aller travailler, car c'est à environ 120 km de Columbus. Sa biographie sur le site de son cabinet précise qu'il a obtenu un doctorat en chirurgie dentaire à l'Ohio State en 2017. Il aimait son travail, mais était passionné par les Buckeyes de l'Ohio State et les Bengals de Cincinnati. Il a grandi là-bas, aimait jouer au golf, voyager et passer du temps en famille. Spencer était maintenant marié à Monique Tape. Il y a une nécrologie qui vient d'être publiée. C'est une nécrologie commune en leur honneur à tous les deux. Et il est écrit que Monique a grandi à Worthington, dans l'Ohio, une banlieue au nord de Columbus. Elle a grandi en jouant au football, était coureuse, et comme son mari, diplômée de l'Université d'État de l'Ohio, où elle a obtenu un master en éducation de la petite enfance. Pendant l'université, elle travaillait en garderie. La nécrologie précise qu'elle était mère au foyer, connue pour son sourire, son rire, sa gentillesse et sa personnalité pétillante. Selon la nécrologie, Spencer et Monique étaient l'âme de la fête. Ils se sont rencontrés en ligne et mariés en décembre 2020. Vous savez, en couvrant cette histoire, il est difficile de comprendre comment cela a pu arriver, car c'était un couple, cela me marque vraiment. À quel point ce couple était aimé pour leur générosité. Ils avaient cette famille qui grandissait et ils perdent la vie comme ça. Et on pouvait aussi voir que tant de gens les aimaient. Rien qu'au nombre d'appels au 911 qui ont été passés par inquiétude quand Spencer ne s'est pas présenté au travail. Technicien 107 de la police de Columbus. Bonjour, oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. Si vous avez suivi cette histoire, vous savez que les appels au 911 ont été passés le 30 décembre à partir de 9 h du matin. À ce moment, Spencer ne s'est pas présenté au travail. Cependant, le chef de la police de Columbus a donné une information importante sur la réponse à ces appels au 911. Nous allons en parler dans un instant. Spencer, qui travaille avec moi, ne s'est pas présenté ce matin et reste injoignable, tout comme sa famille. Il ne s'est pas présenté au travail. C'est bien ça? Avez-vous des problèmes de santé? Non, et il a été fiable. Nous ne pouvons pas le contacter, ni sa femme, ni sa famille, ni personne qui vit dans cette maison. D'accord. Je suis en Floride et je possède l'entreprise. J'ai été informé par mes employés qu'il n'était pas au travail et c'est lui qui gère le bureau. Donc le premier appel reçu venait du patron de Spencer. Il a dit à l'opérateur qu'il était en vacances en Floride. Et il a commencé à recevoir des appels des collègues de Spencer parce que le docteur TP ne s'était pas présenté. Avez-vous reçu autre chose comme des appels à son sujet ou un accident de voiture ou quelque chose comme ça? Non, parfois les gens ne viennent pas au travail. Il est peut-être malade, je ne sais pas. Même si le répartiteur dit « c'est courant que des gens ne viennent pas, ils ont peut-être trop dormi ou sont malades ». Le patron de Spencer est tellement catégorique et inquiet lors de cet appel, disant que Spencer n'est tout simplement pas le genre de personne à ne pas se présenter au travail sans prévenir personne. Je sais juste qu'il est le plus fiable. Il est toujours à l'heure et il nous contacterait s'il y avait le moindre problème. Et
Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous sommes très inquiets car ce n'est pas dans ses habitudes et nous n'arrivons pas à joindre sa femme, ce qui est encore plus préoccupant. 20 minutes plus tard, à 9h22, un officier est arrivé, mais personne n'a répondu à la porte du domicile. C'est le moment de l'histoire où nous venons d'apprendre des informations importantes à discuter. Des amis inquiets des TP se rendent alors chez le couple et disent avoir entendu les enfants des TP à l'intérieur de la maison. Cela se passe donc vers 10h du matin. D'accord, quelle est l'urgence? Police ou médicale? Peut-être les deux, je ne sais pas. Je fais ce qu'il faut. Nous avons reçu un appel. Ils ont frappé aux portes avant et arrière sans réponse. Oui, aucune réponse. J'entends des enfants à l'intérieur et je te jure, je crois en avoir entendu un crier. Mais on ne peut pas entrer pour l'instant. Je ne sais pas si je dois enfoncer la porte ou juste entrer dans la maison ou quoi faire. Tu étais présent quand la police est venue? Je n'y étais pas. Je viens juste d'arriver il y a environ 5 minutes. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons le renvoyer vers toi. Ensuite, tu reçois un autre appel du travail de Spencer. Notre patron est absent et injoignable depuis 3 heures. Nous sommes sur place et pouvons entendre, d'accord. J'ai discuté avec quelqu'un là-bas. D'accord, je veux juste m'assurer que quelqu'un appelle. 5 minutes plus tard, il y a un autre appel téléphonique et c'est lors de cet appel qu'un ami dit qu'il voit le corps de Spencer TP. Nous avons reçu plusieurs appels à ce sujet. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière personne à qui j'ai parlé? Il y a un corps, il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur. Ouais. D'accord, attends une seconde. Laisse-moi te mettre en ligne avec le médecin. D'accord, reste en ligne. Maintenant, pendant que l'appelant attend, on peut entendre ce qui ressemble à de jeunes enfants en arrière-plan, les enfants de TP. Encore une fois, ces enfants n'ont pas été blessés. Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas à son téléphone. On a juste fait un tas de conneries. On vient d'arriver ici et il semble mort. Il est allongé près de son lit dans son sang. Je ne peux pas m'approcher. Il verrait plus que ça. D'accord, ils peuvent voir qu'il ne respire évidemment pas ou quoi que ce soit. Ouais, c'est comme... Un peu comme, tu sais, parce qu'il est dit qu'il ressemble à... Ça ne fait pas de flaque? Je ne peux pas regarder. D'accord, très bien, je comprends. D'accord. Et quand est-ce que quelqu'un lui a parlé pour la dernière fois? Oui, hier, je suppose, hier. D'accord. Quel âge a-t-il? 37 ans. Est-ce qu'il consomme de la drogue ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. D'accord. Très bien, c'est juste que c'est un âge vraiment jeune. Oui, je comprends la réponse. D'accord, très bien. Nous sommes en route maintenant. Cet ami inquiet a vu le corps de Spencer à l'intérieur de la maison. Notre voiture fait du bruit. Ils peuvent entendre des enfants à l'intérieur. Todd, tu as entendu l'un d'eux crier. Nous recevons un nouvel appel signalant un corps à l'intérieur. Celui d'Esther, même le café. Lorsque la police est entrée dans la maison, ils ont effectivement trouvé Spencer mort, ainsi que sa femme. WSIX-TV rapporte que le docteur TP a été abattu à plusieurs reprises et que Monique a reçu au moins une balle dans la poitrine. La police n'a pas retrouvé l'arme du crime. Ils ne pensaient pas qu'il s'agisse d'un meurtre-suicide. La police aurait retrouvé quelques douilles de 9 mm sur les lieux. Bien sûr, il s'agit d'une preuve clé. Cela en apprendrait beaucoup sur le tueur, pas seulement comme preuve. Mais il faut aussi se demander si, connaissant les méthodes de la police et l'enquête sur la scène de crime, cette personne aurait laissé ses douilles sur place. Je veux évoquer les propos du chef de la police de Columbus sur la réponse initiale aux appels au 911 car le contexte est important. Elaine Bryant, chef de la police de Columbus, aurait donné hier des entretiens individuels à des médias locaux dans l'Ohio. On évoque une loi sur la criminalité. Nous avons contacté la chef pour savoir si elle voulait participer à notre émission. Elle l'a indiqué lors de son entretien. Ceci provient de Dix Télévision à Columbus, qui précise qu'aucun suspect n'est identifié pour l'instant. Et, concernant les appels au 911, j'ai entendu ce que ce répartiteur a dit. Un officier s'est rendu chez TP après qu'une personne inquiète ait signalé l'absence du docteur TP. J'ai trouvé cela un peu déroutant quant à la façon dont l'officier n'a rien trouvé. Et pourtant, l'ami qui a appelé et qui est arrivé peu de temps après a fini par entrer dans la maison et a trouvé le corps de Spencer. Mais il parle d'avoir entendu les enfants de TP à l'intérieur de la maison. Et ma question était, pourquoi l'officier n'a-t-il rien entendu de tout cela? Le chef de la police a déclaré à Columbus que l'officier s'était trompé d'adresse.
Nous, à Law and Crime, avons obtenu la vidéo de la caméra corporelle vendredi. Et dans cette vidéo, vous pouvez entendre l'officier siffler. Il s'approche de la porte, il frappe à la porte de cette maison, et personne ne répond. Il inspecte la propriété, puis il repart. Le Columbus Dispatch indique que la maison visitée par l'individu est sur Summit Street, parallèle à celle où résidaient Spencer et Monique Tape. Ce serait environ une demi-heure après cela que l'appelant du 911 dirait qu'il a trouvé le corps de Spencer Tape. Et ensuite, la police est intervenue après cela. Et bien sûr, cette histoire a alors pris une toute autre dimension. Le chef a également déclaré à Dix Télévision que l'appelant du 911, celui que vous entendez dire qu'il a vu le corps de Spencer, est en fait entré dans la maison et a vu le corps. Donc cela signifie que cette personne avait maintenant accès à la maison des TP. Les corps des TP auraient également été retrouvés dans une chambre au 2e étage. À ce stade, il n'est toujours pas clair quel est le mobile de ces meurtres. Le chef a déclaré que la police essaie toujours de retrouver des vidéos de surveillance provenant de personnes qui en auraient peut-être chez elles, ou peut-être d'une entreprise à proximité. Tout ce qui pourrait finir par être un indice pour résoudre cette affaire. Mais ils disent que le public a répondu présent et a fourni beaucoup de vidéos, et les enquêteurs passent au peigne fin chaque minute de ces enregistrements. Il y a aussi une caméra de police qui est installée près de la maison des TP. On a posé la question au chef à ce sujet, et pour savoir si cette caméra avait enregistré quelque chose en lien avec l'affaire. Le chef n'a pas répondu directement, disant seulement qu'ils examinent de nombreuses pistes, preuves et vidéos envoyées par le public. Le chef a aussi évoqué lors de son entretien avec le Columbus Dispatch cet appel au 911 passé plusieurs mois auparavant, devenu viral. Fox News Digital l'a diffusé. Cette fille pleure, disant s'être encore disputée avec son petit ami, son mari, son homme, selon Fox News Digital. Oui, d'accord, désolé. D'accord. Eh bien, on dirait que vous pleurez. Avez-vous besoin de la police, des ambulanciers ou de quelque chose? Non, ça va. Je vais probablement bien. Je suis ému. Nous avons également cet enregistrement audio concernant l'appel du 15 avril à 2h45. Le 15 avril était un mardi et l'appel vient de cette femme. Elle est émue à cause d'une dispute, la femme que vous entendez au téléphone. Elle dit qu'elle s'est disputée avec son homme, mais elle précise aussi qu'elle va bien. Donc la police finit par annuler l'envoi d'un agent à la maison. La répartition précise que l'appelante n'a jamais donné son nom non plus. Donc il n'y a vraiment aucune information sur qui elle est ou où elle est allée. Mais encore une fois, le chef a dit que la voix que vous entendez n'est pas celle de Monique Tépi. En fait, l'appel n'a peut-être même pas été passé depuis la maison des Tépi, car le chef a expliqué que dans les zones plus densément peuplées, avec plusieurs tours de téléphonie cellulaire, comme le quartier où vivent les Tépis, cela complique la localisation. Un appel depuis un téléphone portable peut en réalité provenir d'un rayon de 30 mètres. Cet appel aurait pu venir d'un lieu proche de la maison des Tépis, mais pas de la maison elle-même. Le chef a également déclaré au Columbus Dispatch qu'il n'y avait aucun antécédent d'appel provenant de l'adresse des Tépis ou lié aux Tépis. Maintenant, le chef continue d'appeler à la patience dans le cadre de cette enquête. Elle dit que le département est aussi transparent que possible, tout en continuant à préserver l'intégrité de l'enquête. Voici le commandant détective retraité de la police de Chicago, Will Svellar. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime et vous avez été d'une grande aide pour nous permettre de comprendre cette histoire au fur et à mesure qu'elle se développe. Avant d'aborder le détail des propos de la chef lors des entretiens, il semble qu'elle en ait donné à certains médias locaux. Comment est l'ambiance en ce moment au sein du bureau des détectives à Columbus, alors que les jours passent? Vous savez, ils suivent toutes ces pistes. D'après ce que j'ai vu dans cette interview avec le chef, ils ont quelques pistes, ils suivent une direction précise dans cette affaire. En tant que détective, vous souhaitez simplement vous concentrer sur votre affaire sans distractions extérieures, ce qui dépend de votre supervision. En tant que superviseur, je fournissais à mes détectives tous les outils nécessaires pour qu'ils travaillent et je gérais le reste. Ainsi, ils pouvaient faire leur travail. Je pense que le chef a eu raison d'y aller et que l'adjoint a bien fait de passer à la télévision. Oui, car si on regarde, il y a eu un certain silence. Vous souhaitez que la police consacre plus de temps à enquêter et résoudre un crime plutôt qu'à répondre aux médias. Il y a eu beaucoup de spéculations, surtout sur Internet, concernant ce qui a pu se passer. Deux informations, au moins pour moi, se sont démarquées et elle les a confirmées auprès de certains médias locaux. La chaîne 10 a indiqué que les Tépis ont tous deux été retrouvés dans une chambre au 2e étage et précise la personne ayant appelé le 911 lors de cet appel. La personne qui signale la présence d'un corps est réellement à l'intérieur de la maison. Ce n'était pas clair avant, ils avaient peut-être vu par une fenêtre, mais ils ont pu entrer dans la maison. Que cela leur indique-t-il ?
Donc, évidemment, ils connaissent cette personne. Celui qui est entré dans la maison la connaît suffisamment bien pour savoir où se trouve une clé ou connaître le code pour entrer dans la maison. Donc, c'est maintenant un ami assez proche. J'étais un peu confus aussi en écoutant les appels au 911 parce qu'il semblait que l'un des appelants disait: J'entends des bébés pleurer, mais je ne peux pas entrer. Est-ce le même appelant qui dit être au deuxième étage, invisible, car ce n'est pas le cas? C'est un peu contradictoire avec ce qui s'est passé. Vous savez, si vous êtes à l'intérieur, vous savez que vous êtes à l'intérieur. Est-ce que vous sortez les enfants, vous les retirez de là? Je veux dire, ces choses-là ne sont pas très claires pour moi. Et je n'étais pas sûr de ça quand j'ai écouté les appels au 911. Oui, c'était bien une partie, car je me souviens qu'en écoutant l'appel au 911, cela rejoint ce dont on va parler. Le premier agent est apparemment allé à la mauvaise maison. Mais parce qu'on pouvait entendre les enfants en arrière-plan de l'appel, je n'étais pas sûr s'ils étaient à la porte. La personne qui a appelé le 911 est dehors. Donc il reste encore quelques questions concernant la disposition des lieux, et on finira par avoir le contexte de tout ça. Sachant que les tipis étaient dans leur chambre. Avant, sans effraction, on doutait d'une visite ou d'une conversation à la maison. Mais maintenant, on s'interroge. Selon la police, cela s'est passé entre 2 et 5 heures du matin, dans une chambre à l'étage, donc potentiellement en train de dormir quand c'est arrivé. Le fait qu'elle soit aussi à l'étage, il semble qu'ils aient tous les deux été abattus dans la chambre. Mais il y a aussi cette histoire d'absence d'effraction, je suppose. Quand vous essayez de reconstituer les étapes de ce qui a potentiellement pu se passer, comment ces éléments d'information influencent-ils ce à quoi vous pensez? Je veux dire, l'absence d'effraction est un élément majeur. L'état de la maison est aussi un élément majeur. L'emplacement des corps est également un élément très important. Et cela suggérerait que la personne savait, premièrement, comment entrer dans la maison et deuxièmement, dans quelle chambre se trouvaient les tépèilles. C'est possible, oui. Cela suggère en quelque sorte que c'est peut-être quelqu'un qui connaît au moins la disposition de la maison ou certainement le code pour entrer ou qu'il avait une certaine relation avec les tépèilles. C'est ce que je pense. Et vous savez, la plus grande information que nous ayons à ce stade, c'est cette personne d'intérêt. La vidéo, cette personne qui marche dans la ruelle, elle ne regarde pas la caméra, elle cache peut-être son visage à la caméra. La police a clairement indiqué, lors de l'entretien du chef avec les médias locaux, qu'ils avaient des pistes et reçu des informations. Les détectives analysent actuellement la vidéo pour comprendre la situation. Une partie de moi se demande si c'était toi. On ignore s'ils ont d'autres vidéos de cette personne. Mais pourquoi ne pas en publier plus s'ils en possèdent? S'ils ont vraiment autant de vidéos et qu'ils ne t'ont pas, c'est peut-être qu'ils n'en possèdent pas d'autres de ce genre. Mais si c'est le cas, pourquoi cacher cette information? Bonne question. S'ils retiennent cette information, il y a une raison à cela. Ce n'est pas qu'ils essaient de garder le public dans l'ignorance, mais peut-être qu'ils essaient de ne pas révéler qui ils surveillent. Donc, encore une fois, avoir juste une seule information comme celle-là, juste un détail sur quelqu'un qui marche dans la ruelle derrière la résidence, il semble qu'il devrait y en avoir plus. Il y a des caméras partout, vous savez. Il y a, vous savez, dans le service que j'ai avec ma sonnette connectée, ce truc de sonnette, il y a une application de quartier où si quelqu'un marche de travers dans la rue, quelqu'un va poster un commentaire en disant: Et il y a quelqu'un qui marche dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle il cache ces informations. Elle a dit: certaines choses ne peuvent pas être révélées car cela nuirait à l'enquête. L'autre question que je pense que j'aurais, qui revient toujours lors des conférences de presse. C'était sans doute stratégique de privilégier un entretien individuel avec un journaliste un moment, plutôt que d'ouvrir la séance à tous les médias qui posent, écrire des questions. La question est, y en a-t-il? Je pense que la question c'est, est-ce que la communauté est en sécurité, tu vois? C'est toujours cette question-là. Ça met, je crois, les forces de l'ordre dans une position vraiment difficile quand on la pose en tant que membre des médias. La question est, savez-vous qui est cette personne? Était-ce un incident isolé ou une situation à la Jack l'Éventreur, avec quelqu'un qui rôde dehors? Faut-il avoir peur? À Columbus, Ohio, il est possible que quelqu'un entre chez toi la nuit. Je ne veux pas dramatiser. Mais le fait qu'ils n'aient pas dit ça, que c'est la situation, et aussi qu'ils n'ont pas dit que c'était un incident ciblé. Qu'est-ce que ça te dit? Tu as tout à fait raison. On pense aussi à ces enquêteurs amateurs en ligne qui disent: Eh, il y avait un œuf. Quelqu'un a tenté de rentrer dans une maison en frappant fort à la porte, il y a quelques semaines ou mois. Est-ce lié? Si tu ne réponds pas, le public cherchera encore. Y a-t-il eu un appel au 911 depuis cette maison en 2025? Ce ne sont que des spéculations car les gens ignorent. En tant que superviseur ou membre des forces de l'ordre, tu dois trouver un équilibre. Que dire au public? Comment rassurer le public?
Et d'ailleurs, si tu penses qu'il y a quelqu'un dehors qui fait ces choses, tu dois absolument le dire au public. C'est pour ça que je crois qu'ils ont des pistes très précises. Oui, et c'est certainement ce qu'on espère. Maintenant, tu sais, après une semaine, tu ressens aussi que je reviens toujours à ça. Ce sont toutes des maisons neuves. Tout le monde a, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de ces maisons. Et tu pouvais voir comme un voisin, la personne qui a pris cette vidéo, c'est une caméra Nest, on dirait. D'après la vidéo, on a vu que les TP avaient une sonnette caméra Ring, peu importe la marque, à l'entrée, donc tu dois te sentir rassuré. Il y a aussi la vidéo de la police, mais le chef refuse de dire si la caméra fonctionnait ou a filmé quelque chose. Ce dernier appel au 911 disponible en ligne vient d'être publié. Il a été passé à la police entre 2 et 5 heures du matin. Ils disent que c'était au bout de la rue. Fox News Digital l'avait. Cette personne a appelé pour dire que quelqu'un frappait à la porte arrière, puis est parti. Je crois que Fox l'avait mentionné. C'était à 3 minutes à pied de la maison des Tépis. Nous ne savons pas si cela a un lien avec cette affaire, mais je pense aussi que dans une ville, 3 minutes de marche peuvent changer très rapidement le type de quartier dans lequel on se trouve. Et tu es à Chicago, je veux dire, c'est une ville aussi dense que possible, tu sais, comme New York. Comment tu gères ces appels? Peut-être que l'appel 911 de la femme en pleurs n'était pas à la maison des TP. Un autre appel signale quelqu'un frappant à une porte, cette fois dans le quartier des TP. Comment tu fais le tri pour savoir si c'est vraiment lié? Oui, c'est une ville où il se passe des choses. Eh bien, tu dois effectivement faire le tri et le fait est que tu peux avoir tes propres théories sur les raisons des événements. Mais en tant qu'enquêteur, tu dois accepter tout ce qui arrive. Et encore une fois, c'est du travail de terrain et c'est un travail de détective. Tu dois examiner chacune de ces choses, tu dois enquêter là-dessus. Est-il probable que quelqu'un frappe aux portes, vérifie les portes pour voir s'il peut entrer et commettre un double meurtre? Non, ce n'est pas probable, mais tu ne peux pas l'écarter sans enquêter dessus. Donc, comme tu le sais, tu as tout ce grand puzzle étalé sur ta table, n'est-ce pas? Tu essaies de trouver les coins, tu essaies de remplir le puzzle jusqu'à ce que tu découvres la véritable histoire et tu dois tout faire. Sinon, tu deviens myope dans ce que tu regardes et tu rejettes toutes ces autres théories qui arrivent. Ce n'est probablement pas ça, il n'y a aucune chance, mais tu ne peux pas faire ça, tu dois t'y intéresser. Et sur ce point, où tu sais, et c'était l'un des titres qui sont sortis des interviews que le chef a donné, c'était cet appel téléphonique initial. Je crois que c'est le patron de Spencer qui dit Hey, tu peux juste aller vérifier cette adresse. Et l'officier va à la mauvaise adresse et ça ne donne pas une bonne image. Mais aussi, si tu crois qu'ils ont été tués entre 2 et 5 heures du matin et qu'il y a une différence de 20 minutes. Je veux dire, en dehors de l'image que ça donne, à quel point ce serait vraiment important pour l'enquête. Ouais, en ce qui concerne l'enquête, je ne pense pas que ça change ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Mais d'un point de vue humain, tu fais sortir ces gamins de cette scène beaucoup plus rapidement. Les enfants ont attendu plus longtemps jusqu'à ce que quelqu'un les découvre. C'est ça, le problème. Tu ne vas pas changer le fait que ces personnes sont mortes. Tu vas changer le fait que ces enfants aient dû rester là plus longtemps, au moins une période supplémentaire, alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû. Et encore une fois, ça arrive parfois. Tu vas à la mauvaise adresse, tu ne prends pas beaucoup de ses appels, tu vérifies le bien-être, tu vas faire ce qu'il a fait, ce qu'il était censé faire. Nous y sommes allés, il a regardé autour dans la cour, frappé à la porte. C'est comme dire, écoute, j'ai vraiment étudié pour ce contrôle de maths. C'était un contrôle d'histoire, t'as fait ce qu'il fallait, mais pas au bon endroit. Donc, je veux dire, ça ne change pas vraiment le résultat, mais ça change un peu la situation pour les enfants. Oui, je pense que quand tu lis le titre, tu te dis Oh, ce n'est pas bon. Mais en même temps, c'est lié à la chronologie, ce n'est pas comme si ça venait d'arriver. Tu sais, malheureusement, dans la période où l'officier est arrivé, on pense maintenant que c'est quelque chose qui s'est produit pendant la nuit. Je reviens sans cesse sur les douilles. Je sais t'avoir déjà demandé si ces douilles venaient des lieux. À quelle fréquence ça arrive? Je ne sais plus si je t'ai déjà demandé. À quelle fréquence quelqu'un qui commet un crime comme celui-ci efface-t-il ses traces en ramassant les douilles? Est-ce que cela t'indique quelque chose sur le type de personne qui ferait ça, que ces douilles soient en fait laissées sur place? Eh bien, oui, je veux dire, j'ai rencontré de nombreux meurtres où les gens ne restent pas assez longtemps pour ramasser leurs douilles. Si tu as une situation où des douilles ont été retirées de la scène, c'est que la personne savait ce qu'elle faisait. Et ça, c'est complètement différent d'un inconnu qui a planifié et exécuté les choses d'une certaine manière. Dans 99% des cas, les douilles restent sur place car tout va vite et ils veulent partir rapidement. Il semble aussi, avec la vidéo de la personne d'intérêt, qu'il y a une chance que ce soit simplement quelqu'un qui, peut-être qu'il travaillait de nuit, peut-être qu'il était dans un bar et que le bar a fermé. Tu sais, s'il marche de cette façon léthargique, c'est, je pense, parce que en descendant la ruelle, il quittait un bar.
Mais nous voilà quelques jours plus tard. J'ai l'impression que tout le pays a vu cette vidéo. Et si c'était une personne qui se disait « Oh mon Dieu, j'habite dans la rue d'à côté. Je revenais juste de chez mon ami. Tu sais, je n'ai rien fait, tu sais, je n'ai pas fait ça. » On pourrait croire que cette personne irait à la police. Selon les interviews d'hier, elle reste une personne d'intérêt et la police souhaite l'interroger. Qu'est-ce que tu comprends de cette partie? Que cela semble toujours être quelqu'un avec qui la police n'a pas encore eu de contact? Il y a plusieurs choses. D'abord, en tant que policier ou enquêteur. Dans ce cas, il faut découvrir qui c'est. Il faut faire tout ce qu'on peut pour parler à cette personne parce qu'il faut absolument lui parler. Si tu es cette personne et que tu n'as rien à voir avec ça, beaucoup de gens ne veulent pas être mêlés à une enquête importante. Je n'ai pas envie d'être retenu 48 heures au commissariat. Je n'ai rien à voir avec ça, je reste silencieux. Et je pense que tu vois ça bien plus souvent que tu ne le voudrais. Oui, et on verra ce qui se passe ensuite. Ça fait maintenant plus d'une semaine, beaucoup de gens cherchent des réponses. Mais pour revenir à ta question, Will, j'espère vraiment que la police a des pistes qu'elle suit. Je sais qu'ils suivent des pistes, mais j'espère qu'ils commencent vraiment à assembler les pièces du puzzle. Et on verra ce qui se passe ensuite. Le commandant retraité Will Svellar du département de police de Chicago. Merci d'être avec nous sur Law and Crime, c'est un plaisir. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à nous sur YouTube et Spotify. Et maintenant, vous pouvez retrouver les épisodes de On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.